Bonjour tout le monde. Dans cette séquence, on va voir la suite de cours relative à Framework Spring. Plus précisément, on va voir Spring MVC. Dans les deux dernières séquences, nous avons déjà vu Spring IOC relative à l'injection qui permet de gérer l'injection des dépendances et aussi la Spring IOP relative à la programmation orientée aspect. Comme introduction à Spring MVC, donc Spring MVC c'est un framework modèle View Controller. Donc c'est un framework relatif à la partie présentation, la couche présentation. C'est un framework Java. Il est relativement simple à apprendre, donc sa structure n'est pas assez compliquée. Sa configuration ici, il est très simple. Il est performant et robuste et très configurable. Donc, Spring MVC est un framework de la couche présentation, comme vous venez de dire, pour les applications web suivant le modèle MVC, donc qui est fondé sur le conteneur léger de Spring. Donc, Spring MVC est un concurrent en effet de Struts, qui est un framework libre, souvent développé servant au développement des applications web J2E. Donc, comme rappel de ce que nous avons déjà vu au niveau de cours de G2E, lorsqu'un client veut se connecter ou bien veut charger une page web, donc il envoie une requête à travers son terminal. Donc, il envoie le navigateur, il envoie donc la requête HTTP. Au niveau du serveur, le serveur HTTP, il intercepte cette requête et puis il envoie un conteneur de servlet. Le conteneur de servlet, qu'est-ce qu'il va faire? Il va créer deux objets. Le premier, c'est HTTP servlet response request, qui contient la requête de HTTP du client. Le deuxième objet, c'est HTTP servlet response qui initialise la réponse HTTP qui sera envoyée au client. Donc, de notre cas, c'est ce que fait au niveau de serveur. Donc, l'architecture qu'on va développer aujourd'hui, il est il est représenté par cette figure-là. Donc, lorsque le client il envoie une requête, donc il va être intercepté donc, par le contrôleur. Le contrôleur, il peut faire appel, il peut charger de modèle, d'accord. Puis ce modèle, il peut être envoyé à la vue afin qu'il soit utilisé pour la construction de la page web qui va être envoyée à l'utilisateur via le protocole HTTP. Donc, l'architecture générale d'une application Spring MVC, elle est reposée sur ce schéma-là. Donc, la première chose, lorsqu'un utilisateur envoie une requête, supposons que la requête, par exemple, c'est /home.htm. La première chose qui va être faite, c'est cette requête-là, elle va être interceptée par le contrôleur qui est dispatcher servlet. Puis, qu'est-ce qu'il va faire le dispatcher servlet? Il va consulter son handler mapping, donc ou bien l'objet bName URL handler mapping. Donc cet objet-là, qu'est-ce qu'il va faire? Donc il sert à quoi? Il sert en fait à repérer, à connaître quel est le contrôleur qui peut en effet répondre à la requête envoyée par l'utilisateur. Dans notre cas, par exemple, l'utilisateur il a envoyé la requête home.htm. Donc le dispatcher servlet, puisqu'il y a on peut avoir plusieurs contrôleurs qui peuvent répondre à des requêtes des utilisateurs. Donc, il doit savoir quel est le contrôleur qui est concerné par cette requête-là. Donc, il consulte pour cela le bName URL handle mapping pour récupérer en effet quel est le nom de contrôleur. Donc, après avoir récupéré le nom de contrôleur, en effet, quel est le contrôleur qui est concerné, le dispatcher qu'est-ce qu'il va faire? Il va dispatcher en effet la requête au contrôleur identifié. Par exemple, dans notre cas, supposons que c'est home controller. Donc, home controller, après avoir récupéré la requête de l'utilisateur, donc la requête c'est quoi? C'est des objets en effet HTTP
HTTP servlet, voilà, HTTP servlet request et HTTP servlet response. Donc, à partir de la requête et de ces deux objets-là, qu'est-ce qu'il va faire? Il va initialiser un objet qui s'appelle, on lui fait modèle endView. Donc, ce modèle endView, cet objet, qu'est-ce qu'il contient? Il contient le nom de la vue qui va être envoyée à l'utilisateur, le nom logique de la vue envoyée à l'utilisateur. Ainsi, le modèle. Le modèle, c'est quoi? C'est un objet, des objets, un ou plusieurs objets, qui contient en effet les informations qui vont être utilisées par la vue pour construire en effet la page dynamique qui va être envoyée à l'utilisateur. Donc après avoir récupéré le modèle endView retourné par le contrôleur, home controller dans notre cas, dispatcher qu'est-ce qu'il va faire à ce stade-là? Il va consulter son view resolver. Donc le view resolver sert à quoi on fait? Il sert en effet à connaître quelle est l'URL de la vue qui va être envoyée à l'utilisateur. Parce que le home controller, lorsqu'il a répondu dispatcher servlet, il a envoyé seulement le nom logique de la vue. Par exemple, il a envoyé home, donc /home par exemple. Donc /home, donc il a envoyé tout simplement home. Alors que la page à envoyer à l'utilisateur, il va être construite à partir des informations récupérées par le view resolver. Le view resolver, qu'est-ce qu'il contient? Il contient le préfixe et le suffixe qui doivent être ajoutés au nom logique qui a été envoyé par le home controller. Dans notre cas, c'est home par exemple. Donc le suffixe qui va être ajouté, c'est .jsp. Le suffixe, c'est web-inf/jsp. Donc il va construire en fait l'URL de la requête de la vue qui est concernée par cette requête-là. Puis, qu'est-ce qu'il va faire par la suite de dispatcher servlet? Il va envoyer le modèle endView, donc le modèle à cette vue-là, et il va l'envoyer, en fait, il va faire un forward vers la vue associée, afin qu'il soit envoyé à l'utilisateur. Donc, c'est ce schéma-là qu'on va expliquer durant toute cette présentation. On va d'abord voir comment on va créer un dispatcher servlet, comment on peut le configurer. Puis comment on peut créer un view resolver, la configuration de view resolver. Puis on va comment créer les contrôleurs. Donc pour le bin en fait qui permet de récupérer quel est le contrôleur qui est concerné par une requête donnée envoyée par l'utilisateur, c'est automatiquement géré par Spring. Donc on va voir aussi les différents types de modèles, des informations qui peuvent être retournées par un contrôleur. Alors, pour le diagramme de séquence, on est fait d'une application, démarrage d'une application donnée. La première chose, c'est, supposons qu'on travaille localhost, par exemple, ou bien on travaille avec le serveur d'application Tomcase. Donc, la première chose, c'est le démarrage de Tomcase. Après le démarrage de Tomcase, qu'est-ce qu'il va faire? Il va lire le fichier de déploiement, c'est le fichier web.xml relatif à notre application. Puis, qu'est-ce qu'il va faire? Il va instancier, la première chose, il va instancier la classe context load listener qui va en fait lancer un listener et qui va initialiser en effet notre application. Donc, le context load listener, qu'est-ce qu'il va faire à son tour? Il va lire le fichier route.context qui contient en effet la configuration nécessaire pour notre application. Par exemple, pour la base des données, le JPA, l'Hibernate, ainsi de suite. Donc, l'ensemble de la configuration relative à notre application, ainsi qu'il peut contenir aussi des informations qui sont partagées entre différentes composantes de l'application.
Donc, à son tour, donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va instancier la classe dispatcher servlet. Donc, dispatcher servlet pour qu'il puisse en effet initialiser et créer donc le view reserver. Donc, il va lire les informations à partir du fichier servlet context.xml. À noter aussi tout simplement que au niveau des noms des fichiers utilisés, c'est route context.xml et servlet context.xml. Ce sont des noms que vous pouvez en fait modifier. Vous pouvez choisir le nom que vous voulez. Donc, c'est pas un nom qui est fixé par imposé par Spring. Vous pouvez choisir d'autres noms. L'essentiel, c'est que si vous modifiez le nom de route.context, il faut le modifier dans le fichier web.xml. Et si vous modifiez le nom de fichier servlet.context, il faut le modifier dans le fichier route.context. Donc, après avoir créé le bin dispatcher servlet qui est relatif à notre contrôleur principal de l'application, donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va lire, nous avons dit servlet context pour initialiser, créer son view reserver. Donc, dès que notre contrôleur de dispatcher servlet il est créé et initialisé, donc l'application devient en effet prête à être utilisée, donc et à répondre à les requêtes de l'utilisateur. Si un utilisateur il a envoyé une requête HTTP par exemple GET, donc il va être la première celui qui va intercepter la requête, c'est dispatcher servlet, comme nous avons déjà vu ici. Donc, celui qui intercepte, en effet, les requêtes utilisateurs, c'est dispatcher servlet. Puis, qu'est-ce qu'il va faire? Donc, le dispatcher servlet, il va consulter son review. Donc, il va chercher quel est le contrôleur qui est concerné. Supposons, par exemple, le contrôleur, c'est home controller. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va instancier le home controller. Puis, il va lui envoyer, donc, il va faire appel à la méthode home. Donc, la méthode home, qu'est-ce qu'il va faire? Donc, il va envoyer la requête au contrôleur home controller, puis il va faire exécuter la méthode qui contient en effet la request pardon. Request, donc je ne me rappelle pas en fait. Donc on va voir cette annotation par la suite. C'est la notation qui permet en effet de distinguer quelle est la méthode de contrôleur qui peut répondre à une requête donnée, parce qu'un contrôleur peut répondre à plusieurs requêtes. Donc après avoir récupéré cette méthode, donc il va exécuter la méthode. Supposons que la méthode c'est home. Qu'est-ce qu'il va faire? Cette méthode, il va initialiser le modèle, il va créer modèle and view, il va l'initialiser, il va mettre dedans donc les informations nécessaires pour la vue, pour qu'il soit affiché par la vue. Ainsi, il va déterminer, cette méthode, c'est celle qui va déterminer quelle est la vue qui va répondre à l'utilisateur. Donc, il va renvoyer donc la réponse de cette méthode-là au contrôleur de manière générale. C'est quoi? C'est model and view. Donc, le modèle and view contient, nous avons dit, le nom logique de la méthode de la vue à envoyer. Donc, à un nouveau dispatcher servlet, il va consulter le dispatcher view reserver pour connaître quel est l'URL de la vue. Puis il va envoyer le modèle en view, donc le modèle à la vue, et la vue, qu'est-ce qu'il va faire? Il va construire en effet la page dynamique qui va être envoyée à l'utilisateur, puis il va la renvoyer à un dispatcher servlet. Dispatcher servlet, il va l'envoyer à l'utilisateur. Donc ça, c'est le schéma en effet le parcours le chemin en effet d'une requête de l'utilisateur du début jusqu'à la réception de la réponse. Donc, les composants d'une application Spring MVC, donc nous avons dit dispatcher servlet qui est un contrôleur frontal, qui est un contrôleur principal de notre application qui intercepte toutes les requêtes de l'utilisateur. Dans Spring Web MVC, donc la classe dispatcher servlet fonctionne comme un contrôleur frontal. Puis, il contient un view reserver qui permet aussi d'identifier, à partir de nos logiques, d'identifier l'URL de la vue qui est concernée. Il contient des contrôleurs qui contiennent l'ensemble des méthodes qui peuvent répondre à l'utilisateur.
D'accord. Un contrôleur, il est au niveau de Spring, donc c'est un bin Spring. Donc lorsqu'on dit un bin Spring, c'est une classe qui est instanciée et mise dans le contexte de Spring. Ça veut dire et pour qu'il soit, on lui fait instancié et mise dans le contexte de Spring. Donc on va l'annoter contrôleur et puisqu'il est contrôleur, donc il va activer, donc il va être classé par le MVC comme un contrôleur qui peut répondre, on lui fait à des requêtes d'utilisateurs. Se porte de l'injection des dépendances parce que ce sont des bin Spring, donc on peut les instancier, on peut faire l'injection des dépendances. Donc il peut contenir des attributs qui peuvent être injectés. Ici d'ailleurs c'est le moyen pour accéder à la couche service. Donc puisque le contrôleur il va construire en effet le modèle qui va être envoyé à la vue. Donc, il a besoin de la couche service pour accéder à la base de données, par exemple, pour récupérer les données. Donc, la couche service qui va faire accès, donc, qui va faire appel à la couche DAO. La couche DAO va accéder à la base de données pour récupérer les données afin de construire le modèle qui va être envoyé à la vue afin qu'il soit affiché par la vue et envoyé à l'utilisateur. C'est lui qui valide donc la requête remplie par le modèle et redirige vers la bonne vue. Donc les vues, c'est quoi? C'est typiquement ce sont des GSP qui va charger d'afficher en effet le modèle, mais ce n'est pas en effet la seule technologie qui est supportée par le Spring MVC. Donc n'est pas limité à la technologie GSP, mais c'est ce qui est le plus couramment utilisé. Donc il y a aussi les composants, donc la composante modèle, donc Java Bean ou bien ensemble de Java Bean. Donc c'est l'ensemble des objets qui vont être envoyés de contrôleur vers la vue pour qu'ils vont être utilisés pour la construction en effet de la page qui va être envoyée à l'utilisateur. Donc ces beans-là, ils peuvent être validés par le bean validateur. Donc au niveau de bean, on peut créer des attributs qui peuvent être annotés par un ensemble des annotations. Par exemple, passe pour une date donnée pour dire que la date doit être inférieure à la date d'aujourd'hui, c'est-à-dire antérieure, donc il doit être dans le passé. Not null pour dire que c'est un champ ne doit pas être nul. Size pour une chaîne de caractères, par exemple, ne doit pas dépasser 50 caractères ou quelque chose comme ça. Puis après avoir mis ces annotations sur les attributs, pour valider en effet un bin, donc on peut faire un appel à un validateur qui va être construit à partir de validator factory, récupéré à partir de validator factory pour faire en effet la validation. Donc validateur que nous avons construit, point validate, on passe en paramètre en effet l'objet à valider. Puis on consulte la constante, donc le résultat qui est est-ce que .size il est supérieur à 0, donc il y a des attributs dont les contraintes n'ont pas été respectées. Donc ça c'est très simple à manipuler. On va voir ça dans l'UTP qu'on va faire sur l'exemple de développement d'une application de chat. Donc on va essayer de mettre en place ces annotations là et faire appel à la bin validateur pour valider un bin donné. Donc comme nous avons dit, MVC il a besoin en effet d'un ensemble de configurations. Donc la première chose d'abord, donc lorsque Tomcase démarre, pour démarrer notre application, la première chose c'est il va créer la classe context loader listener. Donc context loader listener, on va voir comment on peut la configurer, comment on peut la lancer. Donc pour la context loader listener, permettent de créer le conteneur de Spring partagé par tout l'ensemble les composantes web. Donc le conteneur Spring qui va être créé par un context loader listener, il est partagé par tous les composantes web de l'application. Sa configuration se fait dans un fichier XML ou bien via un bin.
donc on peut faire ça via un bin, on va voir ça dans la suite de cours. Ce listener va lire le fichier de configuration de Spring basé passé en paramètres, donc qui se charge de lancer le contexte Spring. Donc par exemple ici, voilà, donc cette configuration là on la met dans le fichier web.xml. Donc pour ajouter cette configuration là, donc c'est la création, l'instanciation de conteneur context load listener, on va le mettre dans web.xml. Donc on va mettre context param, donc ça c'est les paramètres, donc contexte config location, donc je donne ici l'emplacement en effet de fichiers de configuration de Spring qui contient l'ensemble donc l'injection, donc l'instanciation dans l'ensemble des classes, l'injection des dépendances, la création de data source, entity manager, donc initialisation dans entité majeure, création par exemple lancer par exemple la Hibernate, ainsi de suite. Donc définir les ressources partagées et visibles par tous les composantes web, à savoir les bins et tout ce que je viens de dire. Donc après avoir défini le contexte, donc contexte configuration location, donc on définit, on fait la listener class, c'est quoi? C'est org.springframework.web.context load listener. Donc cette configuration là, il permet en fait de créer le conteneur de Spring. Donc, à noter que ça, c'est une partie de fichier web.xml. Ils n'ont pas la totalité de fichier web.xml. On va voir la suite par la suite de quoi, on va voir la suite de fichiers. Donc, après avoir créé et lancé Spring, donc ce fichier là, donc on l'a appelé ici application-context.xml. Normalement c'est le fichier root.context.xml qui est par défaut créé. Donc ici dans ce diagramme là, il contient en effet les différents noms par défaut lorsque vous créez un nouveau projet au niveau de Eclipse. Donc New, Spring, puis vous choisissez projet MVC, Spring MVC, de type de projet. Il va vous créer un projet template qui contient en effet ces noms-là, donc root context, servlet context. Donc après avoir créé l'objet context load listener, on va donc la suite c'est la création en effet de dispatcher servlet. Donc, pour créer Dispatcher Servlet, on doit d'abord le configurer, on doit donner sa configuration et voir comment on peut le lancer. Donc, le lancement de fichier de Dispatcher Servlet, ça se fait toujours dans le fichier web.xml, donc la déclaration parce que dispatcher servlet c'est une servlet et comme nous avons déjà vu dans le cours de J2E, la déclaration des servlets, ça se fait au niveau de fichier web.xml en utilisant les balises servlet, servlet naming, servlet class, ainsi de suite. Donc voilà, donc ce qu'on vient de vous dire. Donc pour créer ça, donc on va créer une servlet. Donc dispatcher servlet, c'est une servlet, c'est un contrôleur. Donc pour nous, c'est une servlet qu'on va créer au niveau du fichier web.xml. Servlet name, donc on va donner un nom à notre servlet. Vous pouvez donner le nom que vous voulez. L'essentiel, c'est que ce nom-là doit figurer à ce niveau-là pour dire que pour distinguer, afin de donner l'URL pattern qui va être dans l'ensemble des URL qui vont être dirigés vers notre contrôleur. Donc servlet name et servlet class, c'est la classe. Donc la servlet c'est dispatcher servlet, c'est une classe mise à la disposition des développeurs par Spring, donc on peut utiliser. Donc c'est un contrôleur qui est déjà prêt à utiliser. Donc ici, il faut mettre load on startup 1 par exemple ou 2, ce que vous voulez. Donc l'essentiel c'est load on startup, c'est-à-dire au démarrage de l'application, cette servlet là doit être créée. Donc ils n'ont pas, parce que si vous mettez ça, ça veut dire que la servlet ne va pas être créée jusqu'à l'appel de cette servlet. Lorsque la servlet il sera appelé, donc il va être créé et la servlet ne sera jamais appelée parce que en effet c'est celle qui doit être démarrée et c'est
domicile qui va occuper en effet de intercepter l'ensemble en effet des requêtes. Donc c'est préférable de mettre en effet le charge, donc la création, donc la création de l'objet représentant en effet notre servlet au démarrage de l'application. Très bien, donc ça c'est la configuration. Si on suppose que ce fichier-là qui s'appelle dans notre cas servlet context.xml, il n'est pas donné. Dans notre cas ici, on n'a pas donné ce fichier-là. Donc, si vous n'avez pas donné, donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va chercher un fichier par défaut qui s'appelle qui est dans webinf / le nom de la servlet. Dans notre cas, le nom de servlet, c'est quoi? C'est Spring Servlet. Donc, il va chercher web-inf / Spring Servlet servlet.xml. Donc c'est là où il va trouver en effet la configuration en effet nécessaire pour en effet de créer son view resolver. Alors, si vous avez créé ça, c'est bon. Sinon, si vous voulez utiliser un autre nom, comme par exemple dans ce cas-là, servlet context. Donc, dans ce cas-là, vous devez en effet, voilà, ça c'est ce que nous avons expliqué tout à l'heure. Donc, dans ce cas-là, ce que vous allez faire, c'est ajouter init param. Donc, après avoir donné servlet name et servlet class, vous ajoutez une autre balise, c'est init param, dans laquelle vous donnez contexte, configuration, location et vous donnez l'emplacement de la configuration qui va être utilisée par un dispatcher servlet. Dans notre cas, ici, nous avons mis servlet-context.xml. Donc, c'est le fichier par défaut, c'est la configuration par défaut, en effet, donnée par Eclipse lorsque vous créez un nouveau projet en utilisant New Project Spring MVC. Donc, ce qui est ajouté par rapport à l'autre présentation, l'autre configuration, c'est tout simplement ici, nous avons donné explicitement le nom de fichier qui contient la configuration qui va être utilisée par un dispatcher servlet. D'accord. Donc, comme nous avons déjà expliqué dans le cours de J2E, donc ça c'est le principe en effet de fonctionnement d'une servlette. Là, donc le schéma donc ici c'est le pattern, le patron de l'URL, c'est-à-dire c'est l'utilisateur. Lorsqu'on met /, ça veut dire tous les requêtes envoyées à l'application. Tous les requêtes envoyées à l'application, ils vont être redirigés vers la servlette qui s'appelle app servlet, donc application servlet, app servlet. Donc cette app servlet, c'est quoi? Donc il est relatif à la classe dispatcher servlet, c'est pour cela. Donc il va prendre le nom, il va aller dans servlet name qui est l'ensemble des servlets parce que je peux avoir plusieurs servlets. Il va chercher la servlet dont le nom est app servlet. Puis il va récupérer en effet l'objet. Donc ça c'est le nom de l'objet qui va être créé à partir de dispatcher servlet. Et c'est là qu'il va être en effet répondre à la requête de l'utilisateur. Donc ça c'est tout simplement ça. On l'a déjà vu ça dans le cours de J2E. Voilà, donc voilà ici, ça c'est la configuration complète de fichier web.xml complète. Donc il contient, donc ça c'est défini, donc c'est le contexte, donc pardon, c'est la configuration nécessaire pour le listener, c'est context loader listener. Donc on donne donc l'initialisation d'abord par context param name, param value, donc context config location, donc routes context. Et ça, il contient en effet différents ressources partagées visibles par tous les composants web et qui vont être utilisées, et ce fichier-là, il va être utilisé par la context loader listener. Après avoir créé loader listener, il va utiliser ce fichier pour créer en effet initialiser le contexte de Spring. Donc après avoir créé donc l'objet donc context loader listener, la deuxième partie qui va être faite, c'est il va créer un dispatcher servlet. C'est la partie que nous avons vue tout à l'heure. Donc dispatcher servlet avec la configuration, donc le contexte config location. Donc nous avons donné ici le fichier de configuration de Spring.
D'accord? Très bien. Donc, ce que nous reste maintenant, c'est donc ici, c'est rootcontext.xml et servletcontext.xml. Pour rootcontext.xml, donc c'est le même fichier que nous avons déjà vu dans Spring UOC. Donc, il peut contenir en fait l'injection de dépendances, ainsi de suite. Donc, ce qui nous reste, c'est servletcontext.xml. Donc, ça, c'est un context loader listener et ça, c'est un dispatcher servlet. Donc, pour le fichier XML servlet context, donc qu'est-ce qu'il contient? D'abord, il contient les informations nécessaires pour l'initialisation en effet de ViewReserver qui va être utilisé par la dispatcher servlet. Alors, le ViewReserver, donc pour le créer, on va utiliser donc la classe URL basée de ViewReserver ou bien internal resource ViewReserver qui est une extension en fait d'URL basée de ViewReserver. Donc les deux, donc on peut utiliser l'un ou l'autre. Donc il contient en effet les informations nécessaires dans notre cas. Donc c'est pas la même chose, mais c'est une extension. Donc internal resource ViewReserver, c'est une extension d'URL basée de ViewReserver. Donc qu'est-ce qu'il contient? Il contient en effet le préfixe dont nous avons parlé tout à l'heure. Donc le préfixe et le suffixe qui sont nécessaires en effet dans notre cas de la configuration que nous avons donnée ici. C'est le préfixe et le suffixe qui vont être utilisés pour construire en effet l'URL de la vue qui va être envoyée à l'utilisateur. Par exemple, supposons que la vue à quand correspond en effet à, par exemple, le contrôleur il a envoyé à dispatcher servlet le nom de la vue, le nom logique de la vue qui va être envoyé à l'utilisateur. Il a envoyé par exemple la chaîne de caractères count. Mais count par exemple, il contient pas. Donc, c'est pas le nom en effet de la vue. Donc, qu'est-ce qu'il va faire le dispatcher servlet? Il va consulter en fait son ViewReserver pour récupérer le préfixe et le suffixe. Donc, le préfixe c'est web-inf.jsp/, donc web-inf/jsp/. Il va la concaténer avec le nom logique de la vue, c'est account, pardon. Puis slash l'extension, donc ici c'est le suffixe .jsp. Donc le nom de la vue qui va être envoyé à l'utilisateur, c'est celui-là, web-inf.jsp account.jsp. C'est bon? Voilà, donc le contenu en plus que ça, il peut contenir au fait, nous avons dit ici annotation driven. D'accord? Pour normalement c'est si vous travaillez avec pardon, je vais mettre ici MVC 2 points, donc comme ça pour donner la configuration de base. Donc MVC 2 points annotation driven. Donc ça il permet de faire quoi? De dire que de demander à Spring de scanner les packages et de dire que on va utiliser pour la récupération pour la localisation des contrôleurs, on va localiser les bins qui sont annotés par contrôleur et request par mapping, c'est l'annotation que j'ai cherché tout à l'heure. C'est en effet c'est les méthodes qui sont annotées par request mapping. On le fait et contient les méthodes qui peuvent répondre en effet à l'utilisateur. On va voir ça par la suite. Donc un exemple de fichier servlet context. Donc il contient, nous avons dit, annotation driven. Donc ici il n'y a pas de MVC de points parce que tout simplement nous avons utilisé donc le XML namespace de base c'est MVC. Donc de base, si vous avez rien cité ici c'est MVC. Donc si vous avez utilisé ça c'est la configuration donnée par défaut lorsque vous créez en effet un projet Spring MVC. Mais vous pouvez en fait changer ça. Au lieu de commencer par le namespace MVC, vous pouvez commencer par bin, celui-là, prendre bin et le mettre à cette place-là. Mais dans ce cas-là, vous devez enlever 2 points bins et mettre à la place de bin, mettre le MVC, cette chaîne-là, MVC de ici. Puis ce chemin, donc vous faites l'échange entre cette chaîne, donc ce chemin sur l'URL et celui-là, vous faites l'échange, vous prenez celui-là, vous le mettez ici, le deuxième ici, puis vous mettez ici, donc au lieu de annotation, vous mettez de MVC de points, annotation driven,
Ici, vous devez ajouter la même chose au lieu de ressources, c'est MVC ressources. Et ici, au lieu de beans, vous enlevez là où il y a de beans. Maintenant, ça s'exprime tout court. Donc, pour vous dire tout simplement que la dernière fois, nous avons utilisé beans directement, bean, sans beans, deux points. Donc, vous pouvez changer ça. Donc, c'est facile à faire. Très bien. Donc nous avons des annotations driven. Il permet en fait activer en fait l'utilisation des annotations pour la localisation en fait des contrôleurs, ainsi les méthodes qui peuvent être en fait utilisées, les méthodes les méthodes qui peuvent répondre à les requêtes de l'utilisateur. Puis c'est ressources pour indiquer en effet permet d'inclure les ressources statiques telles que JavaScript, CSS, ainsi de suite. C'est-à-dire si l'utilisateur est là entré par exemple ressources, quelque chose comme ça. Donc cette ressource-là, vous pouvez en effet l'utilisateur, c'est-à-dire le développeur. Donc le développeur, s'il a précisé une image qui se trouve par exemple dans ressources / quelque chose comme ça, donc il faut les chercher dans le dossier ressources. Très bien. Donc la deuxième chose, c'est ici c'est le ViewReserver que nous avons vu tout à l'heure, celui-là. Donc celui-là, la configuration nécessaire pour le ViewReserver. Donc le ViewReserver, en fait, c'est un bin. Donc c'est un objet qui est une instance de internal resource ViewReserver, ou bien donc la classe URL basée de ViewReserver, l'un des deux. Donc l'essentiel, c'est la propriété préfixe, il faut la spécifier, et la propriété suffixe, il faut l'approprier. Donc ça, c'est l'expression que nous avons déjà utilisée au niveau des Spring et aussi pour l'instanciation des bins. Puis on demande en effet de scanner donc context component scan pour scanner en effet une package, donc comme formation.msjls par exemple. Voilà, donc ça c'est la configuration via les fichiers XML. Comme on peut faire la configuration basée sur de code, c'est-à-dire des classes. Donc pour ce faire, on doit utiliser dans ce cas-là les servlets. Donc ça c'est autorisé à partir de servlet 3.0. Donc au niveau du fichier de pom.xml, si vous voulez utiliser la configuration via des classes, vous devez changer la version de la javax.servlet et mettre au lieu de javax.api, donc servlet-api, il faut mettre javax.servlet-api et mettre la version que vous voulez. Dans notre cas ici, donc 3.1.0, ainsi de suite. Donc c'est à partir de la version 3.0 que cette configuration il est autorisée, donc il est permise. Donc, si vous essayez d'utiliser cette configuration, ça marche pas, il faut penser en effet à modifier au niveau de fichier de pom.xml pour en effet, au lieu d'utiliser basculer vers la version 3.0 de Servlet. Très bien. Donc, comment on va faire pour la configuration en utilisant des classes. Donc, on va demander en effet à Spring d'instancier cet objet. D'accord. Pour le faire, on va mettre un components pour qu'il soit en effet scanné, trouvé par le Spring au démarrage. Puis cette classe-là qui va contenir en effet la configuration nécessaire pour démarrage de Spring, il doit implémenter Web Application Initializer. Donc le nom de la classe, vous pouvez choisir le nom que vous voulez. Donc notre cas ici Web Application Initializer, et qui contient, donc dès que vous implémentez Web Application Initializer, il vous propose en effet, donc il vous impose en effet, de redéfinir la méthode en startup. Donc en startup, il prend en paramètre servlet context container, donc c'est le container de Spring. Donc pour initialiser Spring, donc et lancer Spring, donc on utilise de notre cas ici, on a utilisé XML Web Application Context.
Donc, cette classe, elle permet en effet donc créer l'application contexte. Donc, à partir d'un fichier de configuration, donc dispatcher, donc nous avons appelé dispatcher-config.xml qui contient en effet l'injection des dépendances, tout un ensemble de configurations nécessaires pour notre application. C'est-à-dire la configuration que nous avons fait ici, c'est à base de fichier d'une classe, mais qui utilise une partie XML. Donc, on va voir par la suite qu'on peut configurer notre application via une classe Java sans faire appel à aucun fichier XML. Donc, ça, c'est une configuration semi XML et code Java. Donc, servlet, donc après on va créer notre dispatcher, donc dispatcher servlet, servlet registration.dynamic dispatcher. Donc on fait appel à container.add-servlet, on va ajouter la servlet. Quelle est la servlet qu'on va ajouter? C'est tout simplement la classe new dispatcher servlet qui prend paramètre quoi? L'application contexte que nous avons déjà créée à partir de fichier dispatcher config.xml. Puis dispatcher.setLoader on startup 1, puis add mapping, donc slash, ça veut dire tous les requêtes des clients, ils vont être dirigées vers cette servlet. Très bien. Donc maintenant, on peut voir une approche 100% basée sur le code pour la configuration. C'est-à-dire, on va plus utiliser dans ce cas-là un fichier XML. Donc pour cela, on va utiliser donc la même chose que tout à l'heure. On va créer une classe qui implémente l'interface web application initializer. Et puisque nous avons implémenté l'interface web application initializer, donc on doit redéfinir la méthode en startup. Donc la même chose que tout à l'heure, il prend un servlet context container. Alors, dans ce cas-là, au lieu de ce qu'on va changer ici, c'est au lieu d'utiliser XML Web Application Context qui va créer, initialiser le contexte, on fait le Spring à partir d'un fichier XML. Donc, dans notre cas ici, on va utiliser annotation config Web Application Context, donc root context, qui est égal donc une instance de cette classe new application context. Puis, après avoir créé ce contexte, root context, c'est équivalent à readContext.xml de tout à l'heure. Puis on va donner .register_service_config.class et c'est gpa.config.class à noter que sinon là vous pouvez choisir les noms que vous voulez parce que par la suite serveur config c'est une classe que vous devez définir donc qui contient en effet la configuration, donc l'équivalence de fichier XML qui contient l'injection de dépendances, l'instanciation en effet des classes qui peuvent en effet gérer par exemple Hibernate, l'instanciation de data source, ainsi de suite, l'utilisation de data source, la création de la connexion avec la base de données, ainsi de suite. Donc ici, vous pouvez ajouter tant de fichiers de configuration que vous voulez. Donc pour ajouter une autre classe de configuration, vous faites la même chose, root context.register un autre fichier .class, ainsi de suite. D'accord. Donc après avoir créé, donc ça c'est équivalent à le fichier de configuration. XML. Donc, on a créé maintenant le fichier de configuration. Qu'est-ce qu'on va faire? On va ajouter un add listener. Donc, ajout listener, c'est context loader listener qui prend en paramètre, on fait root context que nous avons créé ici. C'est le fichier, l'équivalence de root context.xml de tout à l'heure. D'accord? On va voir si ces fichiers-là, comment on peut les créer et quel est le contenu de ces classes-là. Donc, après avoir créé et lancé le Spring avec Context Load Listener, on va créer maintenant Dispatcher Servlet. Pour créer Dispatcher Servlet, donc la même chose que tout à l'heure, application config, donc on va utiliser application config web application context, Dispatcher Context. La même chose, la même classe. Dispatcher Context que nous avons créé ici. Register, puisqu'on va enregistrer, c'est dispatcher_config.class. Donc nous avons créé ici l'équivalent en effet de fichier de configuration de tout à l'heure qui est servlet-context.xml. Donc ça c'est l'équivalent de création de dispatcher context. Donc ça c'est le contexte de dispatcher. Donc c'est l'équivalent de servlet-context.xml.
Puis, ce contexte que nous avons créé, on va le faire passer en paramètre à la classe, donc le constructeur de la classe dispatcher servlet. Donc, dispatcher servlet, il prend dispatcher context en paramètre. Donc, la servlet qui va être créée, là, il va être nommé donc Spring servlet. Donc, container.add_servlet. Donc, cette servlet-là, donc, elle peut répondre à toutes les requêtes comme tout à l'heure, ainsi de suite. Maintenant, on va voir ces fichiers-là. Donc, service config.class, dispatcher config. Donc, server config et dispatcher config. Donc, ça, c'est context load listener. Et ça, c'est pour dispatcher. Très bien. Donc là, pour la service config, par exemple, on peut mettre, par exemple, si on veut faire l'injection des dépendances de plusieurs bins. Donc, on va créer un bin, par exemple ici course. Donc, on va créer un bin. Donc, c'est l'équivalent en effet de ce fichier XML. Donc, la création de bin, id, le nom du bin c'est course. Donc, ici, il n'est pas spécifié. Donc, c'est le nom en effet de. Donc, voilà, pardon. C'est le nom de la méthode, c'est course. D'accord. L'objet, donc la classe c'est new, donc la classe, donc classe c'est demo.course. Donc ici c'est directement c'est course avec l'importation. Donc on doit avoir l'importation demo.course. D'accord. Puis course.setModule, donc on va faire l'injection de dépendance, donc propriété, module, name, le nom de la propriété sur module, il va faire référence à quoi? L'objet module, donc l'objet module, le voilà. Donc c'est une méthode qui est annotée par la même chose que tout à l'heure, donc arrobisk bin. Donc ici vous pouvez spécifier l'emplacement scope session par exemple, ou bien application. Donc là l'emplacement où vous voulez enregistrer ce bin. D'accord. Donc public module, donc la même chose, donc le retourne module. Donc ici il y a une injection des dépendances, la propriété assignement. Donc je vais assigner l'objet assignement, donc qui est écrit ici id assignement. Donc c'est de dion.assignement. C'est bon. Donc ici, vous pouvez ajouter les paramètres à bin pour préciser l'init method, qui est la méthode d'initialisation. Donc startup, par exemple, distray method, c'est clean up. Donc c'est l'équivalence en effet de ce fichier. Vous pouvez le faire en utilisant programmation donc Java avec une classe qui est donc cette classe-là doit être annotée par annotation arrobisk config. Maintenant, pour un dispatcher config, donc la même chose tout à l'heure, il doit être annoté arrobisk config pour dire que c'est une classe de configuration. On a ajouté ici enable MVC pour dire que on veut utiliser donc les annotations contrôleur et request mapping au niveau des classes représentant les contrôleurs. Ici, nous avons spécifié donc la component scan pour dire quel est donc il fait le package à scanner pour trouver pour trouver le fil pour trouver les classes, ainsi de suite, qui sont annotées, contrôleurs, ainsi de suite. Trouver les annotations et faire traduire ces annotations-là. Donc, public class dispatcher config. Donc, il contient la même chose que tout à l'heure. On veut instancier la classe internal resource view reserver. Donc, le nom de l'objet, ce sera donc name view reserver. Donc, si vous n'avez pas spécifié le nom de view reserver, donc il sera donc c'est le nom de la classe avec la première lettre sera minuscule. D'accord. Internal resource view reserver, donc là ça c'est l'instanciation. Puis je spécifie view reserver point set préfixe et set suffixe, puis je retourne le view reserver que je viens de créer. Ici là ça c'est une autre méthode on le fait pour créer le contrôleur. Si je veux créer le contrôleur sans utilisation en effet des annotations, donc je peux créer un contrôleur qui implémente, c'est une classe Java qui implémente contrôleur
contrôleur et indique qu'il implémente contrôleur. Je dois définir la méthode handle request qui permet une fille de répondre à la requête envoyée par l'utilisateur. D'accord. Mais si vous avez utilisé ça, vous devez instancier une UCB. Donc on a demandé d'instancier UB. Et le requête auquel ce bin va être répondre, c'est le nom du bin. C'est les requêtes qui sont relatives au nom du bin. Par exemple, ici, le nom de bin, c'est /home. Donc, tous les requêtes du client qui sont /home, ils vont être redirigés par le dispatcher servlet. Dispatcher servlet, donc ils vont être redirigés vers ce contrôleur. D'accord. Très bien. Donc ici c'est la notation config qu'on nous avons déjà expliqué pour la contrôleur et request mapping. Donc ici c'est la config scan sans argument, donc indique à Spring d'analyser le package actuel et tout ce package. Donc si on donne pas le package en paramètre, donc dans ce cas-là on va dans ce cas-là, le package qui va être scanné, c'est le package current qui contient en fait cette classe-là, en plus les sous-packages. Si on veut donner plusieurs packages en paramètre, on va utiliser base package égale, donc entre les accolades, donc je spécifie un ensemble des packages à scanner. D'accord. Configuration d'un contrôleur. Donc voilà, donc ça c'est la configuration en effet nécessaire pour cette partie-là. Donc je vais revenir jusqu'à cette partie-là. C'est donc le lancement de Spring MVC, la création en effet de dispatcher servlet. Donc c'est jusqu'à cette partie-là. Donc ce qu'on va voir par la suite, c'est la création. Donc c'est cette partie-là, donc on va voir la création des contrôleurs, comment on peut créer des contrôleurs qui peuvent répondre à des requêtes d'utilisateurs envoyées par dispatcher servlet. D'accord. Voilà. Donc alors pour un contrôleur, donc il est un contrôleur Spring MVC est un bin Spring, bin de Spring. Donc c'est un bin Spring, ça veut dire c'est un objet qui se trouve dans le contexte de l'application. Donc puisque c'est un bin Spring, c'est-à-dire il est instancié par Spring, donc il accepte en effet l'injection des dépendances. Donc il peut avoir en effet les propriétés, les attributs que je peux injecter, par exemple qui contient en fait, par exemple si je veux utiliser Entity Manager, ou bien je veux accéder à la couche service ou quelque chose comme ça, je peux utiliser un champ, un attribut de ce type-là, et je veux demander à Spring en fait d'instancier le service et de l'injecter au niveau de cette partie-là. Donc il se configure via en effet historiquement en XML, c'est ce que nous avons vu tout à l'heure ici. Donc, on peut configurer un contrôleur via XML. Donc, je peux créer une classe qui implémente contrôleur et que je peux instancier via Spring en utilisant un bin, par exemple, pour l'instancier, ou bien dans un fichier XML, par exemple. Je vais revenir. Donc, dans un fichier XML. Donc, ce fichier XML, par exemple, je vais créer un bin id égale le nom de /home, par exemple, avec la classe c'est home controller, par exemple. Donc, je peux créer ça. Donc, ça, historiquement, au début, on utilise la technologie XML on fait pour créer les contrôleurs ainsi les configurer. Mais actuellement, maintenant, on n'utilise plus ces technologies-là. Il est encore valable, donc vous pouvez les utiliser. Mais maintenant, la plupart des développeurs ou bien du code que vous trouvez sur l'internet, vous pouvez les trouver avec les annotations contrôleur et request mapping. Généralement, il n'a pas d'interface. On lui passe son nom donc on lui laisse son nom par défaut. Donc généralement pas d'interface lorsqu'il est annoté par un contrôleur, mais lorsqu'on veut utiliser la configuration par un fichier XML par exemple, ou bien l'instanciation explicite, dans ce cas-là, donc il doit implémenter contrôleur.
Voilà, voilà un exemple de contrôleur. Donc, c'est une classe, par exemple ici, account controller. Il est annoté contrôleur d'abord. D'accord. Donc, comme je viens de vous dire tout à l'heure, donc dès qu'il est annoté contrôleur, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on demande à Spring d'instancier cette classe. C'est la première chose d'abord, avant qu'il soit qu'il va le classer en tant que contrôleur. D'abord, c'est une classe. D'abord, c'est une classe. Puis, qu'est-ce qu'il va faire Spring? Il va chercher quelles sont les différentes requêtes auxquelles ce contrôleur peut en effet répondre. Donc, après avoir récupéré quelles sont les différentes requêtes, donc il les enregistre. Puis, par la suite, il utilise ces informations-là pour localiser le contrôleur à faire qui peut répondre à la requête utilisateur. Donc, un contrôleur, je peux associer par exemple ici request mapping pour dire que ce contrôleur, il ne répond que à les requêtes qui commencent d'abord par account. Donc, account d'abord, c'est la première chose qu'il doit figurer au niveau de fichier de ce fichier-là pour en effet faire appel à ce contrôleur. D'accord. Donc, request mapping account, ça veut dire que tous les URL commençant par account seront traités par ce contrôleur. D'accord. Puis, on peut spécifier aussi la méthode. Par exemple, ici, cette méthode-là, qui est display. Donc, vous pouvez choisir. Donc, le nom, il est toujours arbitraire. Vous pouvez choisir le nom que vous voulez. Donc, ça veut dire quoi le nom que vous voulez? Là, ça veut dire qu'il n'a pas d'influence en effet sur la configuration de notre. C'est-à-dire si on change ce nom-là ou pas. Donc, c'est le même code qui va répondre en effet à les mêmes requêtes envoyées par l'utilisateur. Alors, cette requête, elle peut répondre à les requêtes envoyées par l'utilisateur et qui commencent par account parce qu'il doit être commencé par account pour qu'il soit redirigé d'abord vers ce contrôleur. Et ils doivent être ces requêtes-là, HTTP, ils doivent être de type GET. Donc ici, on peut spécifier la méthode. Par exemple, cette méthode, elle peut répondre à les méthodes GET. Alors que la méthode POST, c'est cette méthode-là qui va répondre à ces méthodes, à ces requêtes. Donc le type de retour de la méthode, donc par exemple ici model and view, ici c'est string. Donc on va voir par la suite qu'il peut retourner soit un model and view, soit string. Donc model and view comme le nom l'indique, c'est le modèle et la vue. Donc le modèle c'est quoi? C'est l'ensemble des objets qui vont être utilisés par la vue pour transmettre de contrôleurs vers la vue pour pour construire en effet la page dynamique qui va être envoyée à l'utilisateur. Et la vue, c'est quoi? C'est le nom logique de la vue. Il contient aussi le nom logique de la vue qui va être envoyé à l'utilisateur. Donc, par exemple, ici, on écrit user, donc on a créé un objet, on le met donc on a instancié, on a créé parce qu'il va retourner model and view, égale new model and view. Account. Donc ici, account, ça veut dire quoi? C'est le nom logique, ça c'est le nom logique de la vue qui va être envoyé à l'utilisateur. D'accord. Puis on met model and view add object. Donc j'ajoute j'ajoute un modèle, donc un objet. Donc cet objet il va être ajouté à la requête de l'utilisateur, donc à la requête et request en effet et qui va être récupéré en fait au niveau de la vue. Donc je peux récupérer au niveau de la vue cet objet là qui est créé à ce niveau-là. Donc je peux mettre plusieurs objets afin de le récupérer lorsque la main passe à la vue. Ici, elle retourne tout simplement un string, donc une chaîne de caractères qui indique quoi? Le nom de la vue. Ça veut dire ici, j'ai pas mis de paramètres. Donc, il ne retourne pas des paramètres. Alors que il peut retourner, on peut faire passer à la vue les paramètres, même si la vue retourne string. Donc, on va voir ça par la suite. D'accord. Donc, request param permet d'extraire un paramètre de type string et de nom name de la requête. Lorsque je mets request param,
Donc, lorsque je mets request param stream, stream name à ce niveau-là, donc je récupère le paramètre passé à la mon paramètre à la vue, à notre passer un paramètre, c'est-à-dire passer en requête envoyée par l'utilisateur et qui s'appelle name, et je veux le mettre dans la chaîne name ici, à ce niveau-là. C'est-à-dire après cette requête, donc je peux récupérer en effet le nom envoyé par l'utilisateur. D'accord. Donc pour le mapping des requêtes, les requêtes peuvent être mappées au niveau de la classe ou bien au niveau de méthode. C'est ce que nous avons vu tout à l'heure au niveau de l'exemple tout à l'heure. Voilà, ici. On a le mapping au niveau de la classe. Donc, request mapping, on peut l'ajouter au niveau de la méthode. C'est-à-dire, on peut préciser en plus de nom ça c'est le nom en effet de contrôleur. Au plus de nœuds de contrôleur, on peut spécifier quel est le service voulu. Donc, dans ce cas-là, donc un contrôleur peut répondre à plusieurs requêtes en effet. On peut aussi spécifier le type de la méthode envoyée par le client. Est-ce que c'est une méthode get ou bien post ou bien put ou bien, d'accord. Donc, comme ici par exemple, on a spécifié que cette méthode, cette méthode-là, elle peut répondre tout simplement à les requêtes qui sont de type get. Et cette méthode, elle peut répondre seulement à les méthodes qui sont de type, les requêtes qui sont de type post. Le rôle principal de la notation request mapping est de préciser quelle méthode au contrôleur doit être appelée. Donc, s'il est placé sur le contrôleur, bon, quel est le contrôleur qui va être appelé? S'il est placé sur la méthode, quelle est la méthode qui va être appelée? Donc, l'URI est donc exprimé par l'attribut de la vue. Donc voilà donc un autre exemple, et donc ici c'est le contrôleur. Donc c'est la requête envoyée par l'utilisateur, c'est contrôleur, donc il va être envoyé à ce contrôleur là. D'accord. Puis si la requête il contient après contrôleur service, donc c'est cette méthode qui va être qui va répondre. En plus que ça, la méthode doit être de type get. Donc s'il n'y a pas de méthode get, donc il va être la méthode qui va répondre en effet la réponse à cette requête là, va être faite par la deuxième méthode qui est stream update. D'accord. Donc ici il n'y a pas de request, donc il n'y a pas de request mapping, donc on n'a pas de value en effet on a request mapping mais on n'a pas de value. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que toutes les requêtes de l'utilisateur qui sont différentes de services et qui sont de type post, ils vont être traitées par cette méthode. Toutes les méthodes, toutes les requêtes envoyées par l'utilisateur et qui commencent par contrôleurs et qui sont de type post et qui sont qui ne sont pas suivis par un slash service, ils vont être dirigés à cette méthode là. Voilà, donc ici c'est donc le request mapping, il est placé seulement au niveau des méthodes, il n'est pas placé sur les contrôleurs. Donc ici c'est l'utilisateur il a envoyé une requête slash service, donc slash directement service, donc il va être envoyé à ce contrôleur et plus précisément à cette méthode là. Donc si l'utilisateur il a envoyé une méthode, une requête qui est différente par de slash et qui est de type post, et quel que soit en effet le service demandé, donc il va être dirigé vers cette méthode. D'accord. Très bien. Donc par la suite on va parler de ce traitement là, donc le traitement de la requête réalisé par la requête. Pour l'instant on essaye d'identifier quelle est la méthode qui va être, quelle est la méthode qui est responsable en effet de la réponse qui va répondre à l'utilisateur. C'est pour cela on est en train de traiter tout simplement donc les annotations, donc request mapping.
Donc la gestion des paramètres passés à la requête. Donc on peut récupérer comme nous avons déjà expliqué dans l'exemple précédent, on peut récupérer le paramètre passé envoyé par le client. Par le client et qui est passé en paramètre au niveau de la requête. Donc je peux le récupérer. Pour le récupérer, je veux mettre au niveau de les paramètres de la méthode qui est par exemple annoté par Arabesque Request Mapping, ainsi de suite, entre parenthèses. Donc les paramètres de cette requête-là, je mets request param. Donc request param string name, ça veut dire je demande de récupérer un paramètre qui s'appelle name au niveau de la requête envoyée par l'utilisateur, envoyée par les clients. Donc si l'équivalent on y fait au niveau de J2E classique, c'est on récupère on y fait la request, donc la servlet elle accepte de paramètres HTTP servlet request et HTTP servlet response. Donc request il contient la requête de l'utilisateur. Pour récupérer un paramètre, qu'est-ce qu'on fait? Donc request.getParam paramètre, donc getParamètre, on donne en paramètre le nom de paramètre qu'on veut récupérer, c'est name, donc il est name. Donc ici on demande de récupérer le paramètre name au niveau de la requête envoyée par l'utilisateur et le mettre dans l'objet name qui est de type string. D'accord? Donc, si la requête envoyée par l'utilisateur ne contient pas un objet nommé name, donc une exception sera levée. Donc, message servlet request paramètre exception. Donc, c'est l'exception qui va être levée. Maintenant, si on veut récupérer un attribut, donc un paramètre, mais on veut qu'il soit optionnel. Donc, ça, il est paramétrisable. Donc, je peux le paramétrer. Donc en utilisant donc request param, je donne value ici, c'est le nom, je veux récupérer un attribut au niveau de la requête envoyée par l'utilisateur et qui s'appelle, donc le nom de cet attribut là c'est username. La valeur par défaut, par exemple, c'est ici par exemple default value, donc je donne la valeur par défaut et cette valeur par défaut, il est utilisé lorsqu'on doit spécifier aussi request required égale à false, c'est-à-dire si l'utilisateur a passé un paramètre, donc la requête envoyée par le client, il contient un attribut qui s'appelle username, il va récupérer sa valeur, il va le mettre dans l'objet string, donc name. Sinon, il va prendre cette valeur par défaut, il va la mettre dans cet objet-là. D'accord? Donc ça, il est paramétrisable. Donc si on ne met pas request required égale à false, donc l'utilisateur doit obligatoirement lui fait passer en paramètre, donc au niveau de la requête, un attribut qui s'appelle le nom que nous avons ici name et ici plus précisément username. D'accord? Modèle attribute. Pour la notation modèle attribute, il permet en effet d'ajouter des modèles donc au contexte, donc au niveau de response, au niveau de response. Donc je peux ajouter des modèles, donc je peux ajouter des objets. Donc lorsqu'on veut donc modèle esprit IVC, c'est un modèle IVC, ça veut dire que au niveau de contrôleur, je peux accéder en effet à un modèle, je peux instancier des objets, des classes, je peux instancier des classes pour créer des billes, et ces billes-là, je veux les mettre dans le contexte, dans un contexte donné, par exemple request, response, par exemple response, pardon. Donc je peux le mettre dans request et je vais le récupérer au niveau de la vue. Donc modèle vue contrôleur. Donc je dois avoir la possibilité le fait de faire passer les données de contrôleur vers la vue. D'accord? Paramètre, donc la notation modèle attribute, il permet en effet d'ajouter
des paramètres au niveau de modèle. Donc, je peux ajouter des objets au niveau de modèle. Par exemple, ces objets sont de type peut être donc une entité GPA, ils peuvent être aussi un objet spécifique développé par une vue. Par exemple, je veux créer une vue qui permette en fait de créer des factures à partir d'un ensemble des données récupérées au niveau de la base de données. Donc, je peux créer un objet qui s'appelle facture. Donc, j'ai pas une entité facture, mais j'ai créé en effet l'objet facture qui peut contenir en effet l'ensemble des données récupérées au niveau de la base de données et que cet objet-là, je veux le faire passer par la suite à la vue via, par exemple, la méthode modèle attribute. Donc, lorsqu'une méthode est annotée modèle attributes, donc cette méthode est appelée avant chaque mapping. Donc, c'est lorsque vous mettez, par exemple ici, cette méthode-là, donc il est annoté modèle attributes. Donc, lorsqu'une requête il est reçue par un contrôleur, donc la première chose qu'il va faire le contrôleur avant de distinguer en effet quelle est la méthode qui va répondre, quelle est la méthode la plus précise en effet qui peut en effet répondre à la requête de l'utilisateur. La première chose, il va exécuter d'abord les méthodes qui sont annotées par modèle attribut. Et ces méthodes qui sont annotées modèle attribut, qu'est-ce qu'il permet de faire? Il permet tout simplement d'instancier un objet donné. Par exemple ici, si l'objet retourné par user_service.getCurrent_user, ou bien si on a user service, on peut par exemple avoir new user service ou quelque chose comme ça. Donc l'essentiel, c'est il permet de retourner un objet. Cet objet-là qui est retourné par cette méthode, il va être mis dans le contexte en effet de le modèle. Il va être mis dans le modèle qui va être envoyé à la vue. Donc, cet objet, il a le nom au niveau du modèle et son nom c'est user. Donc, si le nom n'est pas précisé, donc c'est le nom de la classe avec la première lettre qui est mise en minuscule. Donc voilà, à noter que c'est ainsi qu'on est certain, cela peut avoir un impact de performance surtout sur les objets n'ont pas utilisés dans toutes les méthodes annotées. Donc si je veux pas en effet utiliser ces méthodes sur dans le mapping, c'est-à-dire dans les vues, ni dans les autres contrôleurs. Donc, je dois pas les annoter par l'annotation modèle attribut par une fait. Pourquoi? Parce que il va ralentir l'exécution de votre application. Très bien. Donc, encore la notation modèle attribut, il peut être utilisé, on le fait au niveau des paramètres d'une méthode. Par exemple, cette méthode, c'est la méthode qui permet de répondre à tous à des requêtes utilisateurs envoyées avec la méthode post. Et je veux, au niveau de cette méthode-là, je veux récupérer l'ensemble des paramètres envoyés par l'utilisateur. Par exemple, l'utilisateur, il a les clients. Donc, lorsque je dis utilisateur, ça veut dire les clients. Donc, il a rempli un formulaire qui contient le nom, le prénom, ainsi de suite, les informations sur un utilisateur, user, par exemple. Puis, il a soumis ce formulaire. Donc, ces informations, je veux le récupérer et je veux le mettre dans un objet bien spécifique qui s'appelle, donc, qui est du type user. Donc, je demande de récupérer les informations contenant dans la requête envoyée par l'utilisateur et de les mettre, de les ranger dans l'objet user. Donc c'est l'objet user. Donc l'objet qui va être créé en effet et qui va être mis dans le modèle. Le modèle, c'est quoi? Il s'appelle, il va être nommé au niveau de modèle user. Donc user. Donc c'est l'objet qui va être créé, user. Donc ici, c'est le banding result, c'est le résultat de bandage, c'est-à-dire le résultat en effet de la conversion, de la récupération des données au niveau de la méthode. Donc si tout ça passe bien, c'est bon. Sinon, vous pouvez récupérer en effet, consulter result pour vérifier ce qu'il y a une erreur ou pas. Donc c'est result.hasError, donc c'est égal à true, donc il y a une erreur, donc je registre, donc je vais le renvoyer, renvoyer l'utilisateur par exemple vers la même page qui est
user. Donc pourquoi? Parce que tout simplement il n'a pas, il y a il y a des champs qui sont pas remplis ou quelque chose comme ça. Sinon je vais renvoyer la page registre. Ok, ça veut dire ça, il est bien enregistré. D'accord. Maintenant, comment donc ça c'est la méthode on le fait que peut être utilisée par les méthodes on le fait modèle attribute on le fait pour mettre les données dans le modèle. Maintenant, supposons que par exemple cette méthode-là, au sein de cette méthode, je veux créer des données, je vais ajouter des données au niveau de modèle afin de le faire passer à la vue. Dans ce cas-là, pour le faire, donc on va utiliser, il y a trois méthodes. On le fait. Soit on va utiliser le modèle, donc le type modèle qui est une interface. Donc donc on va utiliser interface modèle qui va être un argument de la méthode qui va être appelé. Par exemple ici c'est passe paramètre with modèle. Donc c'est le nom de la méthode que nous avons choisi. Vous pouvez choisir le nom que vous voulez. Ici, c'est un modèle. Donc, on a récupéré le modèle, c'est-à-dire on demande à Spring de construire un objet qui est de type, qui peut être de type modèle et qu'il nous le font, on le fait à notre méthode et qu'on va utiliser ce modèle-là pour y ranger les objets qu'on veut passer à la méthode. Donc ici, nous avons pour y mettre des valeurs. Donc, on va mettre modèle.add-attribut pour ajouter un attribut. Ici, vous donnez le nom de l'attribut sur une chaîne de caractères, puis l'objet. Donc, dans notre cas ici, nous avons mis une chaîne de caractères comme la clé et l'objet, on fait, c'est une autre chaîne de caractères. Donc, on peut aussi demander, par exemple, si on a déjà un map qui contient déjà les données. Donc, c'est une clé valeur. Par exemple, ici, c'est une chaîne de caractères, ici, c'est un objet, quel que soit. Donc, je peux demander, donc, modèle, donc l'interface modèle, il contient une méthode qui permet en effet de récupérer l'ensemble des données qui sont mises qui sont déjà dans un map et les mettre dans le modèle. Puis ici, vous pouvez remarquer ici que la méthode, elle retourne string, il retourne une chaîne de caractères. Donc la chaîne de caractères retournée, c'est le nom logique de la vue qui va être envoyé à l'utilisateur. D'accord? Donc voilà, ajout de l'objet en modèle. Ici, c'est l'ajout des objets contenant dans un map ou modèle. On peut aussi utiliser modèle map, c'est-à-dire au niveau de la méthode, on va demander maintenant cette fois-ci à Spring de créer un objet de type modèle map. Donc la différence entre modèle et modèle map, donc modèle c'est une interface, alors que modèle map c'est une classe qui est une extension en effet une implémentation générale personnalisée de map, donc l'interface map. Donc map c'est un map qui est en effet spécifique et qui peut contenir en effet en plus en effet des méthodes que nous avons déjà vues au niveau de map, et donc il contient d'autres méthodes, à savoir par exemple remove, on peut envoyer supprimer enlever on peut enlever par exemple un attribut que nous avons déjà mis, clean, ainsi de suite. Donc il contient plus, donc c'est une extension en effet de premier cas. Donc, alors dans cette fois-ci, si on utilise modèle map pour y mettre ajouter des attributs comme tout à l'heure, donc on peut mettre point add attribut. Donc je peux donner ici la clé et l'objet, donc la chaîne de caractères et l'objet arrangé dedans. Ici la même chose, je peux mettre comme tout à l'heure, je peux ranger un objet. Donc ici dans notre cas c'est message 2. Donc si on a donné tout simplement l'objet sans donner la clé, donc la clé qui va être utilisée, c'est quoi? C'est le nom de la classe. Il va être généré à partir de le nom de la classe. Par exemple ici, le nom de la classe c'est string, donc il va générer, donc la clé qui va être utilisée c'est string avec S minuscule. D'accord. La même chose que tout à l'heure, je peux en effet ranger dans le modèle map.
je peux ranger l'ensemble des données qui sont déjà dans un map donné. Donc, si j'ai un map donné, je peux les ranger l'ensemble des données contenant dans ce map de le modèle map. Par exemple, pour l'utiliser, on utilise la méthode merge attributes. Donc, la même chose que tout à l'heure, merge attributes, d'accord? Et la même chose ici, on utilise merge attributes. Une autre façon de faire, c'est de demander cette fois-ci à Esprit de nous fournir en effet en paramètre un map. Donc ici, map c'est l'interface, mais de construire, de donner un objet qui peut être, qui implémente en effet l'interface map. Donc pour y mettre cette fois-ci des valeurs, puisque c'est un map, pour y ajouter des valeurs, donc on utilise put. Donc put le nom de l'objet, le nom, la clé, donc qui est toujours une chaîne de caractères, et l'objet arrangé dans dans le map. Donc la même chose ici, c'est ajout des attributs. Donc ici, je crois que voilà, modèle. Pardon. Ici, je crois qu'il y a quelque chose qui clash. Voilà. Pardon. Est-ce que celui-là, je dois ranger seulement ce niveau-là. Voilà. Voilà. Donc, ajout d'un objet au modèle, c'est celui-là. Donc, le modèle, c'est modèle. Donc, celui-là, c'est le map qu'on vient de créer ici pour ajouter donc un objet au map. Donc, c'est un map que nous avons créé. On a rangé un objet dans le map. Puis, on a demandé pour faire la même chose que tout à l'heure, c'est-à-dire, si tout à l'heure, si on a déjà un map qui contient les données, on veut ranger ça dans le modèle, on utilise merge attributes. Donc, cette fois-ci, puisque c'est un map, la méthode qui permet de faire ceci au niveau de map, c'est put_al. Donc, elle permet de récupérer l'ensemble des données qui sont déjà dans le map et les mettre dans le modèle. Donc, la même chose que tout à l'heure, on retourne cette fois-ci, la même chose, c'est string qui représente en effet le nom de la vue le nom logique de la vue. Une autre façon de faire, c'est c'est de créer un modèle add_view. Donc dans ce cas-là, donc on va instancier un modèle add_view, puis on va mettre dedans donc .setViewName, donc qui permet de contenir, qui va contenir en fait le nom logique de la vue qui va être retourné à l'utilisateur. Et pour ajouter les objets, donc mettre les objets dans le modèle, donc on met modèle add_view.addObject user, donc ici c'est la clé, ici c'est l'objet à mettre dedans. Donc on peut spécifier directement dès l'instanciation. Dès l'instanciation, on peut spécifier le nom de logique de la vue. Donc ici, de notre cas, c'est account. Donc, la même chose. Donc, ces deux instanciations, ils sont les mêmes. Soit on utilise le constructeur par défaut, puis ranger le nom de la vue à envoyer en utilisant la méthode setViewName, ou bien on utilise le constructeur avec paramètre qui prend paramètre le nom le nom logique de la vue à retourner à l'utilisateur. Donc, comme tout à l'heure, donc l'exemple c'est l'exemple cette fois-ci. Donc, la méthode elle prend rien aux paramètres, donc on ne récupère rien au niveau des paramètres au niveau les paramètres de la méthode. Mais cette fois-ci, la méthode elle retourne non pas une chaîne de caractères, mais un objet qui est de type modèle add_view. Donc, on crée un objet de type modèle add_view, new modèle add_view, on passe au paramètre le nom de logique donc le nom logique de la vue qui va être envoyé à l'utilisateur. Pour ajouter les objets à le modèle, donc modèle add_view .addObject, on ajoute l'objet. Pour ajouter l'ensemble des objets qui sont déjà rangés dans un map donné, donc on peut mettre .addAllObject qui sont déjà rangés dans un map. Par exemple, si j'ai déjà je vous donne à noter que ces instructions que je mets toujours ici pour ajouter l'ensemble des données, l'ensemble des objets qui sont déjà rangés dans un map, c'est tout simplement lorsqu'on a déjà un map qui contient les données. C'est-à-dire si on n'a pas un map qui contient pas de données, donc je veux enlever cette instruction-là. Donc je vais avoir directement donc modèle add_view.addObject qui permet de ranger donc les objets qui vont être envoyés à l'utilisateur.
Puis on retourne cette fois-ci, non pas le nom de la chaîne, une chaîne de caractères qui contient en effet le nom logique de la méthode, mais cette fois-ci sur un objet qui est de type modèle AdView et qui contient en effet le nom logique de la vie plus le modèle en effet qui contient les objets à passer à la vue. Donc maintenant la récupération de ces objets-là au niveau et les traitements de ces objets au niveau de la vue. Donc, il y a plusieurs façons de faire. Soit on peut utiliser de code Java en utilisant par exemple les balises Java inférieur point d'interrogation pour accéder les données avec les imports des classes ainsi de suite. Mais on peut utiliser, si on veut pas utiliser ces balises-là, donc on peut utiliser taglib GSTL. Par exemple ici c'est le cas. Donc on a importé donc le taglib préfixe. Donc on la met préfixe ici pour si on veut utiliser une tag libre de GSTL avec donc le GSTL core. Pour y accéder, donc on met $ parenthèse, donc directement le nom de l'objet qu'on veut. Donc le nom de l'objet, par exemple ici par message modèle. Tout à l'heure on a mis un modèle, donc ici modèle, monde. Le message ici c'est bonjour, donc il va afficher bonjour monde. Bonjour. Spring IVC. Donc, bonjour, il va afficher bonjour, Spring IVC, chaîne de caractères string parce que nous avons ajouté un message ici qui contient tout simplement une chaîne de caractères mais sans clé. Donc, la clé sera quoi? Ça sera le nom de la classe de l'objet qui est passé en paramètre ici. Donc, ici, c'est string avec le nom, le premier lettre en minuscule string. Donc, il va afficher message 2. D'accord? Maintenant, si on a passé, par exemple, un objet qui contient, par exemple, user, qui contient des attributs, pour y accéder, donc je veux écrire le nom de l'objet, point, le nom de l'attribut. Même si l'attribut, il est de type privé. Même si l'attribut, il est de type privé, je n'utilise pas la point getName. Non. Donc, on écrit user.name. Donc, ça, c'est de l'GSTN. Donc, on va revenir sur ça donc, dans le cours prochain. Donc, je vous ai déjà dit que je veux préparer une séquence sur le GSTL. Prochainement, donc je veux vous déposer une séquence sur la GSTL, l'utilisation du GSTL au niveau des GSP. Spring, elle a mis encore en plus un tag librairie donc pour le Spring IVC. Donc la tag qu'elle a mis c'est form pardon. Elle permet de créer les formulaires. Donc input pour créer on fait les zones de texte, radio box pour from radio box, checkbox, password, select, ainsi de suite. D'accord. Donc voilà un exemple de donc c'est avec l'inclus en effet au niveau de l'entête en effet de notre GSP, on doit inclure donc la tag lib donc en utilisant donc inférieur pourcentage aérobisque tag lib préfixe de notre cas nous avons choisi de mettre from, donc ça c'est à choix. C'est à vous de choisir le préfixe que vous voulez. Donc ici, on spécifie en effet l'emplacement en effet de le chemin vers la tag lib qu'on veut utiliser. Donc ici, on a créé un formulaire form. Donc méthode attribute, modèle attribute, pardon. Donc ici, on va utiliser modèle attribute pour qu'on puisse en effet dire que les informations rangées saisies par l'utilisateur, qu'on puisse le récupérer en utilisant un aérobisque modèle attribute au niveau de contrôleur. Donc ici, from input path first name, donc la size est égale à 15, max égale 60, ainsi de suite. Donc lorsque si l'utilisateur il a envoyé, il a mis donc un objet qui est du type user, donc qui s'appelle par exemple, dans le nom c'est user, donc dans le modèle, donc ces informations vont être mises dans les différents champs qui vont être créés par cette script là. Donc ici la zone de texte, ici c'est un select, ici c'est submit.
Maintenant, pour les annotations, donc, comme nous avons déjà vu la dernière fois, donc, lorsqu'on veut utiliser les annotations, donc, à savoir, par exemple, contrôleur, request mapping, ainsi de suite, on doit mettre au niveau de fichier XML, on doit mettre la balise MVC de point annotation driven, ou bien au niveau de classe annotation, donc là, pardon, je vais revenir sur ça. Au niveau de la classe de configuration, au niveau de la classe de configuration, on doit mettre enable web MVC. Donc, soit on met, oui, si on utilise la configuration avec donc les fichiers des classes, donc de Java, on doit mettre, la classe doit être annotée, donc une des classes doit être au moins, une des classes de configuration doit être annotée enable web MVC, ce qui est équivalent à l'annotation MVC annotation driven. Ou bien on met MVC annotation driven au niveau de fichier XML. Très bien. Donc, lorsqu'on utilise, on utilise cette annotation là, donc on fait accéder à utiliser donc la validation, donc la notation valide, donc plus que les autres annotations. Donc, dans ce cas-là, je peux utiliser valide pour demander on fait à Spring de valider donc utiliser un bin validateur en effet pour valider un objet donné récupéré lorsque par exemple ici user, donc on va récupérer on va récupérer un utilisateur, donc un objet user, d'accord, qui est de type user, et il va le valider, donc Spring va valider ce build là, d'accord, et l'erreur, ça erreur, donc pour voir est-ce qu'il y a une erreur, est-ce que toutes les annotations sont respectées ou pas, on peut consulter error.hasError, donc s'il y a d'erreur ou pas, ainsi de suite. D'accord. Donc voilà, donc comme ça on est arrivé à la fin de cette séquence. Donc la prochaine séquence sera sur un TP sur un exemple d'une application en utilisant Spring MVC. Donc l'application, c'est une application de chat, donc qui permet de simuler le chat avec les utilisateurs, inviter un utilisateur, envoyer un message à un utilisateur, ainsi de suite. Donc pardon, des internautes comme ça. Donc, merci pour votre attention. Donc la séquence prochaine, Inch'Allah, avec plaisir. Donc,